Et si le plus grand secret de votre vie était enfoui depuis toujours, juste sous vos pieds? Et si votre mère l'avait dissimulé pour vous protéger, au prix de sa propre vérité? Voici l'histoire d'un homme qui croyait connaître sa mère, jusqu'au jour où elle l'a obligé à tout remettre en question, depuis la tombe. La pluie tombait sur le cercueil de chêne, comme pour ajouter un voile d'émotion à cette journée déjà lourde. Camille n'avait pas versé une larme. Pas parce qu'il ne souffrait pas, bien au contraire, mais parce que son esprit était prisonnier d'un étrange mélange de stupeur et de colère sourde. Sa mère, Anne, venait de s'éteindre d'une maladie fulgurante, sans un mot, sans explication, comme si elle avait choisi de partir en emportant avec elle les clés de leur passé. Dans les jours qui suivirent les obsèques, Camille retourna, dans la maison de son enfance, une bâtisse ancienne située en périphérie de Saint-Léonard-de-Noblat. Une maison de pierre, imposante, presque austère, dans laquelle les souvenirs flottaient comme des fantômes. Chaque pièce semblait murmurer une partie de l'histoire, mais refusait d'en révéler le sens. Ce n'était pas la première fois que Camille avait ce sentiment. Depuis toujours, il avait su que quelque chose n'était pas dit, pas clair. Sa mère avait toujours évité les questions sur son père, décédé lorsqu'il n'avait que 2 ans. Elle évoquait souvent un accident, mais jamais plus. Pas de photos, pas de documents. Rien. En vidant les armoires, il tomba sur une boîte en métal cachée derrière de vieux draps. À l'intérieur, des lettres pliées avec soin, des photos en noir et blanc, et un petit carnet à la couverture, en cuir rouge. Ce dernier portait une inscription discrète à l'intérieur. « Pour mon fils, si un jour il veut savoir. » Le cœur de Camille se serra. Il s'assit dans ce qui fut autrefois la chambre d'amis et ouvrit la première page. La première phrase, écrite dans l'écriture fine et élégante de sa mère, disait « Il y a des vérités que l'on enterre plus profondément que les morts. » Il sentit son souffle se couper. La lettre racontait un événement dont il n'avait jamais entendu parler. Elle évoquait une fuite, une menace, une décision difficile prise dans la peur, et surtout, un autre homme, quelqu'un dont elle ne disait pas encore le nom. Mais le carnet s'arrêtait là, brutalement, comme si elle avait été interrompue. Camille sentit une tension étrange dans son ventre. Il n'était pas question de s'arrêter maintenant. Il savait, avec une certitude nouvelle, que tout ce qu'il croyait savoir était une façade, et que sa mère, qu'il croyait si prévisible, avait vécu une autre vie, une vie secrète, une vie qu'elle avait choisi de taire jusqu'à son dernier souffle. Au fond de la boîte, une photo attira son attention. Une femme, souriante, debout, devant un café parisien. À côté d'elle, un homme au regard intense, et dans leurs bras, un bébé. Ce bébé, il le reconnut immédiatement. C'était lui. Mais l'homme, lui, ce n'était pas son père. Du moins, pas celui qu'on lui avait décrit. Qui était-il? Et pourquoi n'avait-on jamais parlé de cette photo? La pluie reprenait à l'extérieur. Camille savait qu'il venait de mettre le pied sur un chemin dangereux. Un chemin de souvenirs brisés, de vérités cachées et de fantômes du passé. Mais il ne pouvait plus reculer. Pas maintenant. Pas après ça. Camille n'arrivait pas à détacher son regard de la photo. L'homme aux cheveux sombres, au regard perçant, tenait le bébé avec une tendresse presque troublante. Ce n'était pas seulement une photo de famille. C'était une déclaration muette, un instant figé dans le temps, où la vérité s'était glissée derrière l'objectif sans jamais parvenir à la surface. Il retourna la photo. Une simple date y était inscrite. 12 mars 1994, rue des Dames, Paris. Camille avait 29 ans. Cette photo avait été prise 2 semaines après sa naissance. Pourquoi Paris? Sa mère lui avait toujours dit qu'il était né à Limoges et qu'elle n'avait jamais quitté la région. Pourquoi lui mentir sur un détail aussi simple? Il rassembla les lettres, le carnet et la photo et s'installa à la cuisine. Le vieux parquet grinçait sous ses pas, comme si la maison elle-même réagissait à cette quête de vérité. Il ouvrit la première lettre. L'écriture de sa mère, fluide mais tendue, trahissait l'émotion. « Mon Camille,
Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Je sais que je t'ai souvent semblé distante sur certains sujets. Je t'ai élevée seule, sans jamais vraiment t'expliquer pourquoi. Mais crois-moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour te protéger. Il y a des gens que j'ai aimés, et d'autres que j'ai dû fuir. Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. La lettre continuait, parlant d'un homme prénommé David, un photographe parisien, rencontré lors d'un séjour étudiant. Une liaison intense, passionnée, mais un homme tourmenté, lié, selon elle, à des gens dangereux, sans plus de précision. Quand je suis tombée enceinte, j'ai voulu lui en parler. Mais quelque chose en lui avait changé. Il ne souriait plus. Il vivait dans la peur. Il m'a supplié de partir, de disparaître, pour le bien de l'enfant. Je ne savais pas si c'était une mise en scène ou une vraie menace, mais j'ai obéi. Et je ne l'ai plus jamais revu. David. Ce nom ne disait rien à Camille, mais il résonnait maintenant comme une clé. Si ce que sa mère disait était vrai, alors tout son passé s'était construit sur une fuite, une disparition, un exil. Il retourna la boîte en métal, inspecta le fond et découvrit une enveloppe jaunie collée contre le couvercle. À l'intérieur, une carte postale, une photo du Pont des Arts, à Paris, signée au dos. Pense à moi quand tu regarderas les étoiles. D. Il n'en fallut pas plus. Camille monta précipitamment dans le grenier, là où sa mère gardait des cartons anciens. Après une fouille frénétique, il tomba sur un petit carnet d'adresses. À l'intérieur, sous la lettre D, David Marchal, 15 rue de la Félicité, Paris 17e. La dernière mise à jour datait de 2001. Était-il encore là? Était-il toujours vivant? Camille sentit que ce voyage s'imposait à lui. Il ne s'agissait plus seulement de comprendre le passé de sa mère, mais de découvrir qui il était vraiment. 2 jours plus tard, il se tenait devant un vieil immeuble haussmannien, au cœur du 17e arrondissement de Paris. La façade grise, rongée par le temps, semblait dormir. Il monta les marches lentement, le cœur battant. Il sonna à la porte. Rien. Une deuxième fois. Un grincement. Puis le bruit lent d'un verrou que l'on tourne. La porte s'ouvrit à peine. Un œil fatigué apparut. « Oui » demanda une voix grave. Camille hésita. Il avait préparé un discours, mais les mots se bloquèrent dans sa gorge. « Je cherche David Marchal. » Un silence. Puis, lentement, la porte s'ouvrit un peu plus. L'homme était là, plus vieux, les cheveux gris, les traits tirés. Mais le regard, ce regard, il l'avait déjà vu, sur la photo et dans le miroir. « C'est toi, » murmura l'homme. « Mon Dieu, c'est toi. » Camille sentit le sol se dérober. La vérité qu'il avait tant cherchée était là, vivante, en chair et en os. Mais il ne savait pas encore que ce n'était que le début, car derrière cette porte entr'ouverte, ce n'était pas seulement son père qu'il venait de retrouver. C'était un pan entier de son histoire, et peut-être un danger encore, présent. L'appartement sentait le vieux bois, le cuir usé et quelque chose d'autre, indéfinissable. Une odeur de solitude, peut-être. David Marchal avait ouvert la porte en grand, invitant Camille à entrer d'un geste lent. Il marchait avec difficulté, un peu voûté, mais son regard n'avait rien perdu de son intensité. Un regard qui scrutait Camille comme s'il voulait rattraper 29 années d'absence en un seul coup d'œil. « Assieds-toi, » dit-il, en désignant un fauteuil défoncé face à une bibliothèque immense. Camille s'exécuta, le cœur battant. Il y avait tant de questions à poser, trop même. Alors, il se contenta de le regarder, en silence. « Elle t'a tout raconté ?» demanda David d'une voix rauque. « Non, seulement des fragments, des lettres, une photo. Et ton nom ?» David hocha lentement la tête. Il semblait ailleurs, perdu dans un souvenir lointain. « Elle a bien fait de partir. C'est ce que je voulais. Mais je ne pensais pas que ça me hanterait aussi longtemps. »
Il se leva avec peine et se dirigea vers un vieux tiroir. Il en sortit une boîte plate en métal noir, semblable à celle que Camille avait trouvée chez sa mère. Il l'ouvrit sans mot dire. À l'intérieur, des négatifs photos, des lettres froissées, des coupures de presse et un petit carnet noir. « Ce n'est pas seulement pour te protéger qu'elle est partie, » dit-il en tendant le carnet. « C'est parce que je l'ai mise en danger. » Camille fronça les sourcils. « En danger? À cause de quoi ?» David s'assit à nouveau et croisa les mains, comme s'il cherchait les mots justes pour raconter une histoire qu'il n'avait jamais osé prononcer à voix haute. À l'époque, je travaillais comme photographe pour un journal indépendant. On couvrait des affaires sensibles, de la politique, de la corruption. J'ai mis le pied dans quelque chose de trop gros. Une enquête sur un ancien préfet lié à un réseau mafieux du Sud. J'ai pris une photo. Une seule, mais elle valait une vie. Camille sentit sa nuque se raidir. Une photo de quoi? David le fixa, puis se leva de nouveau. Il fouilla dans un album poussiéreux et en sortit un cliché en noir et blanc. Un homme en costume, assis à une table, entouré d'autres visages. Rien d'extraordinaire en apparence. Regarde bien, celui à droite. Il n'aurait jamais dû être là. C'est un juge, officiellement mort dans un accident 3 jours avant cette réunion. Camille sentit un frisson. Tout devenait soudain plus grand, plus grave. « Tu crois qu'ils l'ont tué ?» Pour l'empêcher de parler, David hocha la tête. « Et j'ai été le dernier à le voir vivant. Quand j'ai compris ce que j'avais photographié, il était déjà trop tard. J'ai été suivi, menacé. J'ai fui, mais je savais qu'il me retrouverait. C'est pour ça que j'ai dit à ta mère de disparaître, de ne jamais me recontacter. » Il baissa les yeux. Je l'aimais. Dieu sait que je l'aimais. Mais je ne pouvais pas risquer vos vies. Camille sentit ses mains trembler. Sa mère avait porté ce secret toute sa vie, vivant dans la peur, le silence et l'amour. Elle ne lui avait jamais montré sa souffrance. Jamais. Et aujourd'hui, tu crois qu'ils te cherchent encore? David haussa les épaules. Je n'en sais rien. Peut-être que tout ça est enterré depuis longtemps, ou peut-être qu'il suffit d'un mot, d'un nom, pour réveiller les vieux démons. Il se leva et tendit à Camille une enveloppe scellée. C'est une copie de la photo originale, ainsi que mes notes sur l'affaire. Si tu veux comprendre, tout est là, mais fais attention. Certaines vérités ont un prix. Camille prit l'enveloppe, la gorge nouée. Pourquoi maintenant? Pourquoi me la donner, après toutes ces années? David sourit tristement. Parce que je n'ai plus grand-chose à perdre. Et toi, tu as tout à comprendre. Camille repartit dans la nuit parisienne, l'enveloppe serrée contre lui. Les rues brillaient sous la pluie fine. Il marchait sans but précis, perdu dans un mélange de colère, d'émerveillement et de tristesse. Il comprenait maintenant que sa mère n'était pas seulement une femme discrète et tendre. Elle avait été courageuse, déchirée, prête à tout pour le protéger. Mais il ignorait encore que quelqu'un, quelque part, venait de remarquer son passage à l'adresse de David Marshall, et que ce secret, qu'il venait à peine de soulever, n'était pas seulement une histoire oubliée, mais un fil fragile encore relié à ceux qui avaient tout à perdre s'ils venaient à parler. Le lendemain matin, Camille ouvrit l'enveloppe que David lui avait confiée. Ses doigts tremblaient à peine, mais son esprit, lui, était en ébullition. Il y avait dans cette enveloppe bien plus que des documents. C'était le fil d'Ariane, d'un labyrinthe qu'on avait voulu effacer à jamais. Il commença par la photo originale. En haute résolution, les visages étaient nets, précis. Il reconnut l'homme dont David avait parlé. Le juge Bertrand Langlois, censé être mort, 3 jours avant que ce cliché ne soit pris. Camille fit une recherche rapide sur son téléphone. L'homme était officiellement décédé dans un accident de voiture, en 1994, à la sortie d'un tunnel de la Côte d'Azur. Bilan de l'accident. Aucun témoin. Voiture carbonisée. Identification par les dents. Mais sur la photo, Bertrand Langlois souriait, un verre de vin à la main. Impossible à nier. Dans les notes de David, il était question d'un certain Cercle de Rochefort, un nom qui revenait plusieurs fois. Un groupe informel, composé de hauts fonctionnaires, de chefs d'entreprise, de magistrats, tous liés par un pacte tacite,
garder leur influence à l'abri des regards. David y faisait allusion comme à un réseau souterrain de pouvoir, où l'information valait plus que la loi. Camille sentit la tension grimper. Ce n'était plus une affaire de famille. C'était politique, historique, dangereux. Et il n'était pas seul à le savoir. En quittant l'immeuble de David la veille, il n'avait pas remarqué l'homme dans la voiture noire garée à quelques mètres, ni la caméra installée dans une sacoche discrète. Mais eux, ils l'avaient vu. Et ils avaient compris que quelque chose bougeait. Ce fut en rentrant chez lui, à Limoges, que Camille sentit que l'étau commençait à se resserrer. Dans la boîte aux lettres, une enveloppe brune, sans timbre, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une seule feuille, tapée à la machine. Certains secrets valent mieux oublier. Pour votre sécurité et celle de ceux qui vous entourent, détruisez les documents, ne poursuivez pas, pas de signature, pas de menace directe. Mais le message était limpide. Camille resta figée. Comment savait-il? À quelle vitesse l'information avait-elle circulé? Il pensa immédiatement à David. Était-il en danger? Il l'appela. Pas de réponse. Il rappela. Encore. Toujours. Rien. Alors il reprit le train pour Paris, l'enveloppe toujours dans son sac, et fonça directement à l'appartement. Il frappa. Personne. Il insista. Toujours rien. Il parla à la concierge, une vieille dame au regard suspicieux. « Monsieur Marchal, je l'ai vu sortir ce matin avec 2 hommes. Costume, cravate, mais pas du genre ami, si vous voyez ce que je veux dire. » Un frisson glacé traversa Camille. En rentrant à l'hôtel, il s'effondra sur le lit, envahi par un vertige profond. Était-ce sa faute? Avait-il réveillé une menace que sa mère avait mis toute sa vie à endormir? Il sortit l'enveloppe et relut les notes de David. Dans une marge presque oubliée, une phrase griffonnée attira son attention. « S'ils viennent un jour, dis à Camille de chercher dans la maison, sous la dalle. » La maison, celle de son enfance. Camille retourna immédiatement à Saint-Léonard. Il passa la nuit à fouiller les recoins, les trappes, les fissures. Puis, dans le salon, il vit quelque chose. Une dalle plus claire que les autres, juste devant la vieille cheminée. Il prit un marteau, une barre de levier. La dalle résista, puis céda avec un bruit sourd. En dessous, une cavité, un coffre en bois noir. Il l'ouvrit. Dedans, soigneusement protégé dans du tissu, une cassette, vidéo, une photo déchirée en 2 et une lettre, datée de février 1995. Si tu lis ceci, c'est que le passé a frappé à ta porte. Cette cassette contient la preuve de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils m'ont fait faire. Je n'étais pas innocente, Camille. J'ai fait un choix. Je l'ai payé toute ma vie. Mais je n'avais pas le droit de t'enfermer dans le mensonge. Alors maintenant, c'est à toi de décider, de savoir si tu veux faire tomber le rideau ou le maintenir fermé pour toujours. Le souffle de Camille était court. Sa mère, mêlée à l'histoire. Quelle vérité contenait cette cassette? Et surtout, était-il prêt à entendre ce qu'elle avait encore à lui dire, même depuis la tombe? Le magnétoscope du grenier fonctionnait encore. Camille glissa la cassette. L'image apparut, tremblante, et une voix résonna, celle de sa mère. « Camille, si tu regardes ça, tu dois savoir ce que j'ai fait. Et pourquoi ?» L'écran vibra, et la vérité commença. L'écran grésillait légèrement, et le visage de sa mère apparut. Plus jeune, les traits tirés, les yeux gonflés de fatigue mais pleins de cette même douceur qu'il avait toujours connue. Camille resta pétrifié. Il n'avait jamais entendu sa voix ainsi, directe, vibrante, empreinte de cette tension sourde qu'on porte lorsqu'on vit avec un poids trop lourd. « Si tu regardes cette cassette, c'est que je n'ai pas réussi à te dire tout cela de mon vivant. J'ai essayé, tu sais, 1000 fois, mais les mots mouraient sur mes lèvres. » Elle inspira profondément. « Ce que je vais te dire, personne d'autre ne doit l'entendre. Ce n'est pas qu'une affaire de famille. C'est un aveu et une demande de pardon. » Camille sentit son estomac se nouer. Sa mère raconta tout. Le soir où David l'avait appelée, paniquée, après avoir pris cette fameuse photo.
leur décision de fuir. Puis, la nuit où des hommes étaient venus frapper à la porte, quelques jours plus tard. Ils n'étaient pas là pour David. Ils étaient là pour moi, pour me faire parler, pour s'assurer que je ne savais rien. L'un d'eux m'a montré une photo, pas celle de la réunion, une autre, une que je n'avais jamais vue, mais qui m'a glacé. Sur cette photo, il y avait toi. Ils savaient que j'étais enceinte, et ils m'ont dit que si je ne coopérais pas, si je parlais à qui que ce soit, ils ne te laisseraient pas en paix. Camille sentit une sueur froide couler dans son dos. Alors j'ai fait ce qu'aucune mère ne devrait avoir à faire. J'ai menti, j'ai fui, et j'ai gardé le silence. Pour que tu puisses vivre une vie normale, pour que tu puisses grandir sans peur. Elle marqua une pause. Ses mains tremblaient à l'écran. Mais le silence n'efface rien. Il ne fait que repousser le moment de vérité. Et ce moment est venu. Tu as le droit de savoir. L'image bascula. Un plan plus flou, visiblement filmé à la hâte. Une pièce obscure, remplie de documents. Une main ouvrit un tiroir et en sortit un dossier portant un nom. Opération Médiane, 1993. Des pages défilaient, visages floutés, rapports confidentiels, signatures de hauts fonctionnaires. Et au milieu, la photo originale de David avec des annotations manuscrites. Nom, numéro de téléphone, statut. Tout était là. Un réseau d'influence, de manipulation judiciaire, de mort déguisée en accident. Le juge Langlois, un préfet, 2 procureurs. Et au cœur de tout cela, une phrase soulignée en rouge. Ne pas laisser de témoins. En particulier la compagne Marshall, enceinte. Camille recula dans le fauteuil. Ils avaient voulu faire taire sa mère, avant même sa naissance. Je ne sais pas si ce réseau existe encore, reprenait sa mère à l'écran. Mais si c'est le cas, ils ont peut-être les yeux rivés sur toi à l'instant même. Alors, Camille, je te confie ce fardeau. Tu es libre de le brûler, de l'enfouir avec moi, ou d'en faire quelque chose. Mais quoi que tu fasses, sache une chose. Elle sourit, malgré les larmes. Je t'ai aimé plus que tout. Et je referai le même choix, 1000 fois s'il le fallait. L'image se coupa. Silence. Un silence lourd, épais, presque sacré. Camille resta des heures, là, devant l'écran noir. Le passé venait de se refermer comme un piège. Et maintenant, il tenait entre ses mains une vérité explosive. Mais que faire? En parler? Risquer de réveiller un réseau peut-être toujours actif? Ou tout enterrer pour préserver cette paix chèrement acquise? Il fit ce que sa mère aurait voulu. Il prit le temps. Il contacta un journaliste indépendant, lui remit une copie de la vidéo anonymement depuis un vieux cybercafé à Bordeaux. Puis il jeta le magnétoscope, brûla la cassette et enterra le coffre sous un vieux chêne dans les bois. Il ne chercha pas à retrouver David, il ne parla à personne. Mais certains soirs, en regardant les étoiles, il repensait à cette phrase sur la carte postale de Paris. « Pense à moi quand tu regarderas les étoiles, D. » Et il comprenait. Certaines vérités ne sont pas faites pour être criées. Elles sont là pour être transmises, discrètement, lentement, comme une ombre.